À l'intérieur de l'hôtel Grand Moreau, les lustres dispersaient une lumière douce à travers une salle de bal polie, comme pour évoquer le souvenir de temps meilleurs. Les serveurs en noir et blanc circulaient entre les tables rondes drapées de lin crème, tandis qu'un pianiste près du mur sud jouait un air lent et discret. Le gala de charité, organisé pour venir en aide aux familles qui avaient perdu leur logement dans une série d'incendies, avait attiré près de 400 invités en smoking et robe longue. La plupart étaient venus sur les conseils de leur comptable. Un plus petit nombre qu'ils s'en souciaient vraiment. Ils s'en souciaient vraiment, et presque personne ne se doutait que, dans un petit salon attenant à la grande salle, un homme nommé Claude Bertrand attendait pour humilier quelqu'un qu'il comprenait à peine. Claude se tenait près du bar, un verre de bourbon à la main, ajustant une cravate qui avait coûté plus que ce qu'il avait gagné lors de sa première année après l'école de formation professionnelle. Autour de lui étaient assis 4 collègues de l'entreprise de contrat de maintenance, tous vêtus de costumes un peu trop serrés, tous déjà un peu trop bruyants. Il leur avait dit plus tôt que la plaisanterie serait parfaite, qu'elle permettrait enfin de remettre à sa place l'homme qu'ils ressentaient tous secrètement. Cet homme était bien sûr Corentin Leclerc, et la femme qu'ils avaient choisie pour l'humilier à ses côtés était une silhouette discrète déjà assise à la table centrale, une femme aux cheveux châtains et à la robe couleur champagne. Lorsque la porte du petit salon s'ouvrit, Corentin Leclerc entra en tenant la petite main de sa fille Louise. Il portait un costume marine qu'il possédait depuis plusieurs années, une chemise blanche qu'il avait repassée sur le plan de travail de la cuisine cet après-midi-là, et une paire de chaussures en cuir qui avaient été cirées tant de fois que les pointes étaient devenues douces. Il regardait dans toutes les directions comme un homme qui ne se sentait pas tout à fait à sa place. Et pourtant, il se tenait avec la dignité patiente d'un homme qui avait décidé depuis longtemps de ne pas s'en excuser. Louise portait une robe bleu pâle et serrait contre sa poitrine un lapin en peluche usé nommé Milo. Et dès qu'ils franchirent le seuil, les rires à la table de Claude s'élevèrent comme un vol d'oiseaux effrayés sortant d'un arbre. Corentin n'avait pas toujours été un père célibataire. Il avait grandi dans une banlieue tranquille à l'ouest de Paris, fils d'un électricien et d'une infirmière de nuit. Et depuis qu'il était petit, il aimait la façon dont les choses cassées redevenaient entières sous des mains attentives. Il n'avait pas fait d'études universitaires parce que sa famille ne pouvait pas se le permettre et il n'avait jamais été le genre de jeune homme à en vouloir pour cela. Il avait appris un métier, en avait tiré une fierté sincère et s'était marié à 22 ans avec une femme qui avait d'abord aimé sa stabilité, avant de la lui reprocher quand les années s'étaient étirées et que les factures s'étaient accumulées. Lorsque Louise était à peine sortie de sa première année, son épouse avait laissé un mot plié sur la table de la cuisine, disant simplement qu'elle ne pouvait plus continuer et elle avait disparu avant l'aube. Corentin était resté longtemps dans le couloir ce matin-là, le mot dans une main et le poids tiède de sa fille dans l'autre. Et quelque part dans le silence entre ces deux choses, il avait décidé quel genre de père il serait. Il ne serait pas bruyant, il ne serait pas parfait, mais il ne serait pas absent. Et il ne laisserait pas sa fille apprendre de lui que le monde lui devait de l'amertume. Dans les années qui avaient suivi, il avait appris tout seul à tresser des cheveux grâce à de vieilles vidéos, à préparer une soupe au poulet que Louise appelait la soupe chaude, à recoudre les poignets d'un petit manteau devenu trop petit 3 hivers de suite. Au travail, le contremaître lui faisait confiance parce que ses réparations duraient, ses factures étaient honnêtes, et il n'avait jamais haussé le ton sur un chantier. Mais Claude Bertrand et les hommes qui gravitaient autour de lui avaient décidé très tôt que la décence discrète de Corentin était une insulte à leur vie plus bruyante et plus paresseuse. Et il s'était mis à l'appeler Monsieur Lagamelle parce qu'il apportait son déjeuner dans un contenant en acier que son père lui avait offert il y a longtemps. Un jour, dans la salle de pause de l'entreprise, Louise avait entendu l'un de ces hommes dire quelque chose de cruel sur le fait que son père avait besoin d'une épouse comme un chien errant a besoin d'un foyer. Ce soir-là,
Dans la petite cuisine de leur appartement, elle lui avait demandé si c'était elle qui le rendait difficile à aimer, et il avait posé sa fourchette, l'avait regardé un long moment avant de lui répondre, très doucement, quelle était la raison pour laquelle il essayait d'être un homme digne d'être aimé. Il s'était souvenu de cette conversation en boutonnant sa veste de costume le soir du gala. À la table centrale du petit salon, Adèle Moreau était assise, les mains sagement croisées sur ses genoux, comme une femme à qui l'on a appris à rester immobile sous le regard des autres. Elle avait 28 ans, des cheveux ch'tains qui tombaient en vagues souples sur ses épaules et une robe champagne qui captait la lumière des lustres le long de son ourlet étroit. Elle était, à tout point de vue, une belle femme, mais d'une beauté qui ne demandait pas à être regardée. C'était une beauté qui avait survécu à des regards malveillants. Quelques années plus tôt, Adèle avait été la fille d'un hôtelier de province dont l'associé l'avait dépouillée de presque tout ce qu'il possédait. Son père était mort d'une attaque peu après cette perte. Sa mère était tombée malade le même hiver et Adèle, alors jeune, avait pris un poste dans la buanderie d'un hôtel que sa famille avait autrefois fourni en linge. Elle avait plié des draps 50 heures par semaine et ramené chez elle l'odeur d'eau de javel dans les cheveux, sans jamais dire à personne que son nom de famille avait autrefois compté dans ces mêmes pièces. Un soir pluvieux d'octobre, en rentrant d'un double service, elle avait été heurtée par un camion de livraison qui avait brûlé un feu rouge et les mois qui avaient suivi lui avaient enlevé la démarche légère qu'elle avait toujours eue. Quand elle avait enfin repris une vie publique, les gens qui avaient autrefois dîné à la table de son père l'avaient baptisée, derrière leurs mains, la petite protégée, parce qu'ils pensaient qu'elle n'existait aux soirées que pour permettre aux autres de se sentir généreux en la tolérant. À l'une de ces soirées, un homme en costume gris lui avait lancé assez fort pour que toute la salle entende qu'il ne faisait pas la charité sur la piste de danse. Elle avait porté cette phrase en elle pendant presque 6 ans, et même si, au cours de ces années, elle avait bâti un empire hôtelier qui possédait désormais plus de 40 établissements à travers le pays, cette phrase ne l'avait jamais vraiment quittée. Elle était présente au gala ce soir-là parce que son groupe, le groupe hôtelier Moreau, venait de finaliser l'acquisition de l'hôtel Grand Moreau le matin même. Elle avait demandé à son assistante de ne pas l'annoncer. Elle avait dit au directeur général, un homme plus âgé nommé Georges Lampert, qu'elle observerait la culture de l'établissement de l'intérieur. Elle s'était donc installée à une table du petit salon et avait commandé un verre d'eau, observant la salle comme une femme qui regarde une tempête familière. Claude Bertrand attendait son signal. Dès que Corentin et Louise s'avancèrent un peu plus dans le salon, Claude se leva son verre et lança une voix qui portait. Il déclara à la salle qu'il était ravi que Corentin soit enfin arrivé, car lui et ses amis avaient trouvé la compagne idéale pour lui, une femme si parfaitement assortie à un père célibataire fatigué qu'on aurait pu les commander dans le même catalogue. Quelques hommes à sa table rirent avant même d'avoir compris la plaisanterie, et Adèle, à la table centrale, ne leva pas les yeux. Corentin traversa le salon en silence, Louise serrée contre sa hanche. Il s'arrêta à distance respectueuse de la table centrale, salua la femme assise d'un signe de tête et lui dit bonsoir avec la courtoisie calme qu'il aurait offerte à n'importe quel inconnu. Adèle lui rendit son salut sans lever les yeux, et Claude, sentant que la salle n'était pas encore assez chauffée, s'avança pour attiser la flamme. Il s'annonça, plus fort cette fois, que ce couple était un cadeau pour la ville. Un père célibataire s'entend pour sa propre vie et une femme que la ville elle-même avait décidé d'oublier. Il invita la salle à lever son verre au couple de l'année et ajouta avec un clin d'œil que personne d'autre ne voulait ni de l'un ni de l'autre. Il était donc juste qu'ils s'aient l'un l'autre. Les rires qui suivirent furent plus maigres qu'ils ne l'avaient espéré. Quelques invités plus âgés aux tables voisines avaient cessé de mâcher. Une femme en robe grise posa sa fourchette et regarda, pour la première fois, la petite fille debout à côté de la jambe de Corentin. Louise ne comprenait pas tous les mots, mais elle comprenait leur forme. Elle serra plus fort Milo, pressa son épaule contre la cuisse de son père
et ne pleura pas parce qu'elle avait appris, comme certains enfants apprennent trop tôt, que pleurer en public faisait rire plus fort certains hommes. Un des amis de Claude, un homme corpulent à la fine moustache, jeta un regard à Louise et ajouta, d'une voix qu'il voulait charmante, que la femme en face pourrait s'entraîner tout de suite à être belle-mère et gagner du temps. La remarque tomba dans le salon comme un verre sur le carrelage. Un serveur près du mur ferma les yeux un instant, comme si le bruit l'avait touché personnellement. Et Corentin, qui jusqu'à cet instant pesait encore s'il devait quitter la salle avec une dignité silencieuse, sentit quelque chose dans sa poitrine passer de la prudence à la résolution. Il ne haussa pas la voix. Il ne se tourna pas vers la table de Claude. Il se pencha plutôt vers Louise et lui murmura de rester tout près de lui un instant, puis il s'approcha de la chaise vide à la table d'Adèle, l'attira et la lui offrit avec le même geste simple qu'un fils offre à sa grand-mère un dimanche après-midi. Il tira une seconde chaise pour Louise, installa la petite fille et posa Milo soigneusement sur ses genoux. Ce n'est qu'alors qu'il prit place en face d'Adèle et leva les yeux pour rencontrer les siens. Il lui dit, d'une voix destinée seulement à elle, qu'il était désolé. Il lui dit que quoique cette soirée ait été arrangée pour être, elle ne méritait pas d'être transformée en plaisanterie par des hommes qui n'avaient pas mérité le droit de prononcer son nom. Les mots n'étaient pas assez forts pour faire taire la salle, mais ils furent prononcés assez clairement pour que ceux des tables les plus proches les entendent, et une à une, les conversations alentour ralentirent. Adèle leva le regard de son verre d'eau pour la première fois depuis l'entrée de Corentin, et ce qu'elle vit sur son visage la surprit plus que les excuses elles-mêmes, car elle vit un homme qui n'avait pas encore remarqué qu'il venait de faire quelque chose de noble. Claude, sentant l'air changer, laissa échapper un petit rire et lança que Corentin ne devait pas être si dramatique, que tout cela n'était qu'une soirée amicale entre collègues. Corentin tourna alors lentement la tête et regarda l'homme avec qui il travaillait depuis presque 3 ans. Il lui répondit calmement que si c'était ainsi que Claude concevait l'aide à un ami pour trouver une compagne, il comprenait maintenant pourquoi Claude ne savait pas respecter aucune femme. Quelques personnes aux tables voisines retinrent leur souffle en même temps. Corentin n'en avait pas fini. Il dit à la salle, sans hausser la voix, qu'il était venu ce soir-là parce qu'un collègue lui avait parlé d'une femme gentille qui souhaitait faire sa connaissance. Il leur dit qu'il n'était pas venu s'asseoir dans une pièce où des hommes adultes insultaient des inconnus et appelaient cela de l'humour. Et il leur dit, en jetant un bref regard à Louise, qu'il ne permettrait pas à sa fille d'apprendre que rire de la douleur d'autrui était la même chose qu'avoir le sens de l'humour. Le salon devint silencieux d'une façon que même le pianiste, un mur plus loin, sembla ressentir, car la musique ralentit puis glissa vers une phrase plus douce. Adèle observa le profil de Corentin dans ce silence, et elle sentit quelque chose en elle, quelque chose qui était gelé depuis très longtemps, bouger légèrement, comme la première fissure qui court à la surface d'un lac immobile depuis des années. Il se tourna de nouveau vers Adèle une fois le silence installé. Et son ton changea complètement, devenant plus doux, presque intime, bien que tous les invités à 20 mètres aient cessé de faire semblant de ne pas écouter. Il lui dit que si elle voulait quitter le salon, il la raccompagnerait lui-même. Il lui dit que si elle voulait rester, il s'assiérait en face d'elle aussi longtemps que la soirée durerait. Il lui dit enfin que, quoi qu'elle choisisse, elle n'aurait pas à affronter le reste de cette nuit seule. Adèle n'avait pas reçu de vrai choix depuis très longtemps. La faillite de sa famille avait été décidée pour elle par des hommes en costume armé de stylo fin. Son accident avait été décidé pour elle par un chauffeur qui ne lui avait jamais écrit une lettre. Sa réputation dans la ville avait été décidée pour elle par des gens qui avaient tranché bien avant son arrivée dans une pièce quel genre de femme elle avait le droit d'être. Elle resta donc dans le silence que Corentin avait construit pour elle, et elle sentit la forme d'une offre qu'elle avait presque oublié comment reconnaître. Et quand elle lui répondit enfin, sa voix était ferme d'une manière qui la surprit elle-même. Elle lui dit qu'elle aimerait rester.
Il hocha la tête une fois, lui dit simplement qu'il resterait, et l'affaire fut close pour lui. Louise, qui avait suivi tout cela avec le sérieux dont seuls les enfants de son âge sont capables, glissa la main dans la petite poche de velours de sa robe et en sortit un bonbon à la menthe enveloppée de papier ciré. Elle le fit glisser sur la nappe blanche vers Adèle, avec la gravité soigneuse d'une enfant qui offre quelque chose de rare. Elle dit à Adèle que son père lui en donnait un chaque fois qu'elle se sentait triste, et qu'Adèle pouvait besoin, le sien si elle n'en avait plus ce soir. Le bonbon resta entre elles comme une petite pierre blanche. Adèle baissa les yeux sur le bonbon, puis sur l'enfant qu'il avait offert, puis sur le père dont la main reposait sur le dossier de la chaise de sa fille. Elle demanda très doucement à Louise si la petite fille en aurait encore si elle donnait celui-ci. Louise y réfléchit un instant, puis répondit à Adèle qu'elle aurait encore son papa et que cela suffisait. Le bonbon pouvait donc être à Adèle. La phrase n'était pas faite pour blesser, c'était précisément ce qui la rendait dangereuse. Adèle porta le bout de ses doigts à sa bouche un instant pour se reprendre, puis elle prit délicatement le petit bonbon et le posa à côté de son verre d'eau comme s'il s'agissait d'une relique qu'on lui avait confiée. Elle remercia l'enfant et sa voix ne lui appartenait plus tout à fait quand elle le fit. Corentin donna une petite tape sur l'épaule de Louise et lui dit qu'elle avait fait une chose gentille. Le premier plat arriva dans un silence presque recueilli, et la table trouva presque par hasard le rythme de deux personnes qui avaient décidé d'être présentes l'une pour l'autre, sans encore savoir pourquoi. Corentin demanda à Adèle si elle préférait le saumon au poulet, et Adèle, paraissant légèrement surprise par l'ordinaire de la question, lui répondit qu'elle n'avait pas vraiment de préférence. Il lui demanda si elle venait souvent à ce genre d'événement. Elle lui répondit qu'elle l'avait fait dans une autre version de sa vie, mais qu'il y avait longtemps qu'elle ne se sentait plus à l'aise dans une salle pleine d'inconnus. Il n'insista pas. Adèle avait été scrutée pendant des années par des hommes qui voulaient quelque chose d'elle, et elle avait appris à reconnaître les angles de leurs questions. Elle ne reconnaissait aucun angle dans celle de Corentin Tin. Il posait ces questions parce qu'il voulait qu'elle soit à l'aise, et c'était si inhabituel pour elle qu'elle se surprit à répondre plus honnêtement qu'elle ne l'avait prévu. Elle lui demanda s'il était toujours aussi calme sous le feu. Il lui répondit qu'il ne l'était pas, mais qu'il s'était appris à ne jamais perdre son calme devant sa fille. Il dit que la leçon lui avait coûté plus qu'il ne voulait l'admettre, et qu'elle l'avait sauvé plus qu'il ne pourrait jamais le rendre. Elle jeta un regard à Louise, qui coloriait maintenant avec soin au dos d'un carton de table, avec un stylo que Corentin avait sorti de sa poche intérieure. Elle lui dit que l'enfant lui faisait clairement confiance. Il répondit qu'il ne pouvait pas tout donner à Louise, mais qu'il avait décidé depuis longtemps de lui offrir la seule chose qu'il pouvait promettre. Quand il disait qu'il serait là, il y serait. Il prononça ces mots sans aucune ostentation, et Adèle dut baisser les yeux sur son assiette un instant pour se reprendre. Puis, lentement, elle lui confia un tout petit morceau de sa propre histoire, la plus honnête et la plus modeste. Elle lui dit qu'elle avait été invitée des années plus tôt dans ce même hôtel pour une soirée où elle n'avait pas sa place et que les hommes à sa table l'avaient reconnue comme la fille d'une famille déchue et en avaient fait leur divertissement. Elle lui dit qu'après son accident, les surnoms qu'il lui avait donnés lui étaient restés collés comme certains noms le font parfois. Et que même maintenant, dans des salles bien plus grandes que celle-ci, elle les entendait encore parfois. Il l'écouta sans l'interrompre. Quand elle eut terminé, il lui répondit très doucement qu'une personne digne de respect n'avait pas besoin de connaître son passé pour décider de la traiter avec bienveillance. Elle lui demanda alors s'il n'avait pas peur d'être lui-même moqué pour être assis là avec elle devant tous ces gens. Il regarda Louise, qui avait commencé à dessiner un petit cœur irrégulier dans le coin de son carton, et il répondit à Adèle qu'il avait bien plus peur que sa fille le voit un jour rester silencieux. Claude avait observé la table depuis l'autre bout du salon, et ceux qui l'y voyaient avaient commencé à gâcher sa soirée. Les rires à sa propre table s'étaient taris.
Deux de ses collègues étudiaient leur assiette. Une femme à une table voisine avait légèrement tourné sa chaise pour lui tourner le dos. La plaisanterie qu'il avait si soigneusement préparée n'était plus drôle, et Claude, qui avait passé toute sa vie adulte à confondre l'attention avec le respect, ne supportait pas de perdre la salle. Il se leva avec son verre d'un bourbon et traversa le tapis de la démarche relâchée d'un homme qui croyait encore pouvoir rattraper la soirée. Il s'arrêta au bord de la table d'Adèle, les regarda tous les trois avec une expression qu'il croyait charmante et remarqua que le tableau qu'il formait était presque beau. Un pauvre père célibataire qui jouait les gentlemen et une femme que la ville avait autrefois prise en pitié qui jouait les dames. Il prononça ces mots avec un sourire et le salon se rafraîchit de plusieurs degrés. Les mains d'Adèle se figèrent sur le pied de son verre d'eau. Louise arrêta de colorier. Corentin posa très soigneusement sa fourchette sur le bord de son assiette. Claude, voyant qu'il avait leur attention, se pencha et s'adressa directement à Corentin. Il lui demanda d'être honnête, juste cette fois devant les gens qui le connaissaient vraiment. Il lui demanda si Corentin avait eu le choix ce soir-là dans le monde entier, il serait encore assis à cette table précise avec cette femme précise. La question était de celle qu'un petit homme pose quand il veut faire mentir un plus grand homme en public. Corentin jeta d'abord un regard à Adèle avec une douceur qui n'était pas pour Claude du tout, comme un homme qui vérifie que quelqu'un qu'il a décidé de protéger va bien. Puis il se leva. Il ne se pencha pas en avant. Il ne repoussa pas sa chaise avec force. Il se dressa simplement de toute sa hauteur et il répondit à Claude d'une voix qui n'avait pas besoin de volume pour atteindre tous les coins du salon. Il dit « oui ». Il dit qu'il resterait assis. Il dit qu'il s'assiérait à n'importe quelle table où quelqu'un était insulté, parce qu'il ne pouvait pas, en son âme et conscience, s'asseoir à une table où l'on insultait quelqu'un. Claude tenta, avec un mince sourire, de dire que Corentin se comportait comme s'il était moralement supérieur à eux tous. Corentin secoua une fois la tête. Il répondit à Claude très doucement qu'il n'essayait pas d'être meilleur que quiconque dans la salle. Il essayait seulement de ne pas devenir le genre d'homme dont sa fille aurait un jour honte de dire qu'il était son père. Pendant qu'il parlait, plusieurs invités aux tables environnantes regardèrent pour la première fois Louise et ils virent ce qu'ils ne s'étaient pas permis de voir auparavant. Ils virent une petite fille aux yeux humides qui apprenait en direct exactement quel genre d'adulte ils avaient choisi d'être. Adèle le vit aussi. Elle vit l'enfant absorber en silence la cruauté d'une salle pleine d'adultes. Et elle vit, dans le pli de la petite bouche de Louise, la même expression qu'elle se souvenait d'avoir eue jeune femme à une autre table dans ce même hôtel quelques années plus tôt. La reconnaissance la frappa si nettement qu'elle ne put, à cet instant, garder le visage qu'elle avait d'habitude. Une larme unique glissa sur sa joue avant qu'elle ne lui en donne la permission et elle porta sa serviette à son visage presque pour s'excuser. Louise la regarda. Puis, avec un sérieux qui n'appartenait pas au corps d'une enfant, elle posa son crayon, descendit de sa chaise et fit les quelques pas pour se placer entre son père et l'homme au verre de Bourbon. Elle serrait Milo contre sa poitrine avec les deux bras. Sa voix, quand elle parla, était petite, mais elle porta dans le nouveau silence du salon comme une note frappée sur du verre. Elle leva les yeux vers Claude et l'appela monsieur parce que c'était le mot que son père utilisait quand il s'adressait à des hommes qu'il ne respectait pas mais choisissait encore d'être poli. Elle lui dit, sans fioriture, que son père disait que les vrais adultes, gentils, ne faisaient pas pleurer les autres et n'appelaient pas cela une plaisanterie. Elle le dit comme une enfant rapporte une règle apprise à l'école, avec la certitude de quelqu'un à qui l'on a dit quelque chose de vrai. Puis elle se tourna plus attentivement vers Adèle. Elle lui dit, très doucement, qu'elle voyait qu'Adèle essayait de ne pas pleurer et que ce n'était pas grave parce qu'elle l'avait déjà vu. Elle dit à Adèle que si personne d'autre ne voulait s'asseoir avec elle, son papa le ferait et elle aussi. Elle tendit une petite main, paume ouverte, comme les enfants le font quand ils ne sont pas encore sûrs qu'une amitié a été acceptée. Le salon ne devint pas silencieux, il se souvint comment l'être. Le cliquetis des fourchettes aux tables lointaines s'arrêta.
Le pianiste laissa une note suspendue et n'entama pas la suivante. Une femme en longue robe grise à la table près de la fenêtre porta une main à sa bouche et ne la baissa pas pendant un long moment. Même le serveur, qui versait du vin au bord de la salle, posa la bouteille avec précaution comme s'il craignait le bruit. Adèle prit la petite main qui lui était offerte. Elle ne faisait pas confiance à sa propre voix, alors elle n'essaya pas de l'utiliser. Corentin s'agenouilla lentement et ramena Louise contre lui en lui disant, d'une voix basse et tendre, qu'elle n'avait plus besoin de dire quoi que ce soit, qu'il l'avait entendue. Il pressa un instant sa joue sur le sommet de sa tête. De l'autre côté de la table, Adèle pleurait sans bruit, comme pleurent les femmes qui ne se sont pas autorisées à pleurer devant des inconnus depuis très longtemps, et la salle autour d'eux, presque sans le vouloir, pleurait avec elle. Les portes du petit salon s'ouvrirent alors, non pas avec drame, mais avec l'autorité tranquille d'une charnière qui avait attendu toute la soirée pour pivoter. Le directeur général de Hôtel Grand Moreau, un homme aux cheveux argentés nommé Georges Lambert, entra avec 2 assistants derrière lui. Il cherchait Adèle depuis un bon moment, et son visage, quand il la vit à la table centrale, avec sa serviette pressée contre la joue, se décomposa d'inquiétude, puis se durcit d'excuses. Il s'approcha de la table et inclina la tête avec une formalité qui n'appartenait pas au travail ordinaire d'un hôtel. Il lui dit, en l'appelant mademoiselle Moreau, qu'il était désolé du retard, que le conseil l'attendait dans la grande salle et qu'il n'avait pas réalisé qu'elle s'était installée dans ce salon. Il lui demanda si elle avait besoin de quoi que ce soit avant qu'il ne l'escorte. Un murmure doux parcourut le salon. Le bruit de gens répétant un mot pour eux-mêmes et le trouvant étrange dans ce nouveau contexte. La bouche de Claude s'ouvrit et, un instant, ne parvint pas à former une phrase. Il regarda Georges, puis Adèle, puis de nouveau, et son visage passa par 3 couleurs différentes avant de se fixer sur quelque chose proche du gris. Georges Lambert vit alors Claude pour la première fois, et ses sourcils se soulevèrent à la façon dont celui-ci restait encore debout près de la chaise d'Adèle. Il se parla, cette fois pour toute la salle, et choisit ses mots avec la précision nette d'un homme qui avait passé 40 ans dans l'hôtellerie de luxe. Il dit au salon qu'Adèle Moreau était la directrice générale du groupe hôtelier Moreau. Il leur dit que son groupe avait finalisé l'acquisition de l'hôtel Grand Moreau le matin même. Il leur dit, avec le plus petit des sourires, qu'ils étaient tous ses invités ce soir-là. Le Sasson ne poussa pas de cri. Il fit quelque chose de plus calme et de plus complet. Il se contracta. La femme, plus âgée, qui avait murmuré plus tôt sur la famille d'Adèle, baissa les yeux dans son verre de vin. L'homme corpulent à la fine moustache découvrit quelque chose de fascinant dans la serviette sur ses genoux. Claude recula d'un demi-pas comme si la distance physique pouvait réécrire la dernière heure. Adèle se leva de sa chaise. Elle souleva sa serviette, la posa soigneusement sur la table et ajusta la manche de sa robe avec le calme d'une femme qui avait survécu à des salles bien pires que celle-ci. Elle ne haussa pas la voix, elle n'en avait pas besoin. Elle se tourna vers Claude, le regarda droit dans les yeux et lui dit qu'elle savait qu'il n'avait pas su qui elle était. Elle lui dit que c'était précisément pour cela que ce qu'il avait fait ce soir-là comptait. Elle lui dit qu'il s'était donné la permission d'être cruel parce qu'il avait décidé à l'avance qu'elle n'était personne. La phrase s'installa sur le salon comme de la neige. Claude tenta, avec le dernier de son sang-froid, de dire que tout l'incident n'était qu'un malentendu. Il utilisa le mot plaisanterie 3 fois en 2 phrases, comme un homme qui se noie utilise une corde. Adèle écouta sans l'interrompre. Et quand Claude eut terminé, elle lui répondit par une seule phrase qui serait plus tard citée dans les revues professionnelles du secteur à travers le pays. Elle lui dit qu'une plaisanterie n'était une plaisanterie que lorsque la personne visée pouvait aussi en rire. Elle se tourna ensuite vers Georges Lambert. Elle lui demanda la liste des invités du petit salon, le nom de l'entreprise de maintenance actuellement sous contrat avec l'établissement et un rapport complet sur les standards selon lesquels le personnel, les prestataires et les invités étaient autorisés à se comporter lors de tout événement du groupe hôtelier Moreau.
Georges hocha la tête, prit un stylo dans sa veste et commença à écrire. Les deux derniers collègues de Claude, à barre, rassemblèrent discrètement leurs manteaux. Ce qu'Adèle fit ensuite fut ce qui définirait l'histoire par la suite. Elle ne haussa pas la voix, elle ne fit humilier personne en retour. Elle ne fit pas traîner Claude dehors par le col, ce qui aurait été satisfaisant pour presque tout le monde présent et indigne d'elle à tous les égards qui comptaient. Au lieu de cela, elle s'adressa à tout le salon et leur dit très simplement que l'élégance ne vivait pas dans les lustres au-dessus de leur tête, ni dans le prix du vin sur leur table. Elle leur dit qu'elle vivait dans la façon dont chacun d'eux, n'importe quel soir, choisissait de traiter les gens qui ne pouvaient rien leur apporter en retour. Le contrat avec l'entreprise de Claude fut résilié le lendemain matin pour motif dûment documenté de conduite indigne d'un prestataire dans tout établissement moraux. Claude lui-même fut escorté hors du salon ce soir-là par 2 membres de l'équipe de sécurité de l'événement, sans incident et sans cérémonie. Il partit avec la seule chose qui avait jamais vraiment compté pour lui, le public qui, jusqu'à ce soir-là, avait accepté de rire sur commande. Quand le salon commença à se vider et que le pianiste reprit son jeu doux et attentif, Adèle retourna à la table centrale où Corentin se tenait encore avec sa fille. Louise, qui était fatiguée à présent, leva vers elle le petit visage anxieux d'une enfant qui vérifie qu'une amie va bien, et elle demanda à Adèle si elle était encore triste. Adèle fit alors quelque chose dont les quelques invités restants parleront pendant des années. Elle s'agenouilla dans sa robe champagne et ses fins talons jusqu'à être à la hauteur de l'enfant, et elle dit à Louise qu'elle était encore un peu triste, mais que grâce à elle, elle ne se sentait plus seule. Louise lui glissa de nouveau le petit bonbon à la menthe dans la main et lui dit qu'elle pouvait le garder. Adèle referma les doigts autour comme s'il s'agissait de l'objet le plus précieux de tout l'édifice. Dans les semaines qui suivirent, Adèle commença à concevoir quelque chose que son conseil ne comprit pas tout de suite. Elle l'appela le programme Deuxième Clé, une initiative discrète financée directement par le groupe hôtelier Moreau. Le programme acquérait de petites maisons négligées près des hôtels du groupe, les reconstruirait avec soin et les offrirait comme logement de transition à des parents célibataires et au personnel hôtelier en difficulté. Il n'y aurait ni panneau ni communiqué de presse le jour où une famille emménagerait. Il n'y aurait qu'une clé remise à une personne qui n'avait pas eu de chez elle depuis longtemps. Adèle pensa à Corentin tant que le programme était encore sur le papier. Elle n'avait pas oublié la patience de ses mains quand il avait tiré une chaise pour elle devant une salle pleine d'inconnus, et elle n'avait pas oublié vu le faire avant qu'il ait la moindre raison de savoir qui elle était. Elle l'invita un après-midi dans son bureau et lui proposa un poste de superviseur technique principal du programme. Corentin, tenant sa casquette sur ses genoux, lui dit doucement qu'il ne se sentait pas qualifié pour un tel poste. Adèle se pencha au-dessus de son bureau et lui répondit qu'elle n'avait pas besoin d'un homme qui sache parler en salle de conseil. Elle avait besoin d'un homme capable de repérer quel toit fuirait avant que la pluie commence, et de quelqu'un en qui elle avait confiance pour remettre les clés aux familles. Il accepta le poste 2 jours plus tard. Quelques mois après le gala, par un après-midi frais du début du printemps, Corentin serrait le dernier accessoire dans la cuisine d'une petite maison de 2 chambres en bordure de la ville. La maison allait être remise à une jeune mère nommée Diane Fournier, qui avait 2 petits-enfants et un travail de nuit à l'hôpital. Louise était assise sur les marches du perron et dessinait un soleil sur un morceau de carton. Adèle arriva un peu après 16 heures dans une robe crème douce, les cheveux détachés, portant un thermos de café et un sac en papier de sandwich. Elle souriait plus facilement maintenant qu'au gala. Quand Diane Fournier reçut la clé, elle la pressa un long moment contre sa bouche avant de pouvoir parler. Corentin se tenait à l'écart sur le perron et ne s'avança pas parce qu'il avait décidé bien avant ce jour que le bon travail n'avait pas besoin d'être observé pour être réel. Louise accourut et tira la main d'Adèle en lui demandant avec un grand sérieux si elle avait encore le bonbon. Adèle ouvrit son petit sac en cuir
et sortit la mante, légèrement froissée maintenant par des mois d'être portée. Elle dit à Louise qu'elle l'avait gardée pour se souvenir de la nuit où une petite fille avait appris à une salle pleine d'adultes comment se comporter en adulte. Corentin, depuis le perron, regarda sa fille et la femme qui tenait le bonbon et dut lever les yeux vers le ciel un long instant avant de pouvoir faire confiance à son visage. L'histoire ne se termina pas ce jour-là par un mariage. Elle se termina plutôt par 3 personnes debout sur un perron tandis que le soleil descendait. Une jeune mère portant ses enfants à l'intérieur d'une maison qui portait enfin son nom sur le bail. Et une compréhension silencieuse entre les adultes sur ce perron. Quelque chose avait été construit entre eux à partir d'un seul acte de décence inattendu. S'il y avait une leçon dans tout cela, la leçon n'était pas que la gentillesse est toujours récompensée. La gentillesse la plus précieuse qu'une personne puisse jamais offrir est celle qu'elle donne à un inconnu avant de savoir si cet inconnu a quoi que ce soit à lui rendre. Corentin Leclerc n'avait pas su, le soir du gala, que la femme en face de lui possédait l'immeuble. Il avait seulement su qu'elle était une personne, qu'elle souffrait, et que sa fille le regardait pour voir quel genre d'homme était son père. Cela, au fond, avait suffi. Chers amis, en refermant les pages de cette histoire qui s'est déroulée à l'hôtel Grand Moreau, je reste encore bouleversé par la profondeur de la leçon qu'elle nous offre. Au milieu des lustres et des robes élégantes, ce n'est pas la richesse ou le pouvoir qui ont brillé le plus fort, mais la dignité tranquille de Corentin et l'innocence pure de la petite Louise. Cette soirée nous rappelle avec émotion que la gentillesse la plus précieuse, la plus noble, est celle que l'on offre sans rien attendre en retour, à une personne que l'on croit sans importance. Corentin n'a pas défendu Adèle parce qu'elle était puissante. Il l'a fait parce qu'elle était humaine, et parce que sa fille le regardait. Cette histoire nous enseigne que notre véritable caractère se révèle dans la façon dont nous traitons ceux qui ne peuvent rien nous apporter. Dans un monde qui valorise trop souvent l'apparence et la moquerie facile, choisir la décence, le respect et la bienveillance demande un courage discret mais immense. Louise, avec son petit bonbon à la menthe et sa sagesse d'enfant, nous montre que même les plus petits gestes peuvent toucher les cœurs les plus endurcis et rappeler aux adultes ce que signifie vraiment être quelqu'un. Et vous, cette histoire vous a-t-elle touché ? Quelle est la leçon que vous en retirez ? Avez-vous déjà été témoin ou acteur d'un acte de gentillesse courageuse qui a tout changé ? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux avec attention. Si ces récits qui réchauffent le cœur vous touchent autant que moi, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Votre présence ici donne tout son sens à mon travail. Merci du fond du cœur et à très bientôt pour de nouvelles histoires qui nous rendent un peu meilleurs.